Je me présente, je m'appelle Robert Ebras, je suis un des deux derniers survivants de la fusillade dans la Grange Jolie. Il y a eu dans le village, il y a eu 6 survivants, 5 hommes et une femme. Aujourd'hui, nous restons deux, M. Darto et moi-même, M. Darto, hélas, ne peut pas être des nôtres du fait de son état de santé. Voilà. Alors vous allez me suivre, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé cette journée-là. On va faire une petite halte ici parce que pour moi c'est important. Le bâtiment que vous voyez là-bas, c'était l'école de garçons. En haut, il y a encore la cloche. Et c'est où j'ai usé mes fonds de culotte jusqu'à mon certificat d'études. Pour moi, c'est quand même très important. Le lendemain du drame, toutes les maisons étaient comme celle-ci. Il n'y avait plus de toiture, plus d'intérieur, plus de portes, plus de fenêtres, mais les 4 murs étaient debout. Aujourd'hui, hélas, le temps fait son œuvre et vous allez voir des ruines, mais contrairement à ce que vous pourriez imaginer, il n'y a pas eu de bombardement. Le drame d'Oradour, c'est l'exécution des femmes, des enfants et des hommes et le feu. Ici, nous arrivons devant un lieu d'exécution d'hommes. Dans chaque lieu d'exécution, on ne connaît pas le nombre exact. Ce qu'on sait, c'est que c'est 642 victimes. Et sur les 642 victimes, il n'y a que eu 52 corps identifiés. Je ne sais pas si vous imaginez, 52 corps identifiés. Le reste, c'est des cendres et des ossements. Tout a été détruit par le feu. Dans tout le département de la Haute-Vienne, il y avait un drame où il y avait 3 allers-retours par jour pour aller à Limoges. Et le jour du drame, le tram est passé à 13h30, les nazis sont arrivés à 14h, le tram est arrivé à 13h30 et des personnes du village ont pris le tram pour aller faire leurs courses à Limoges. Entre parenthèses, 2 jeunes filles ont pris le tram pour aller au cinéma à Limoges. Ces gens-là ont survécu parce que le soir, lorsqu'ils sont revenus, les nazis les ont arrêtés, mais les ont relâchés. Donc elles ont survécu au drame. Malheureusement, elles avaient perdu les leurs, elles aussi. Alors, pour vous donner une idée quand même, si aujourd'hui notre région est une région soi-disant pauvre, le tram a été mis en circulation en 1911. C'est-à-dire qu'on avait l'électricité déjà en 1911 ici. Moi, je n'ai pas connu autre chose que l'éclairage électrique chez moi. Et dans le village, il y avait l'éclairage municipal électrique, ce qui est quand même, ce qui était rare déjà pour l'époque. J'habitais ici et je suis parti d'ici avec ma maman et ma soeur aînée, parce que j'ai perdu ma maman et 2 sœurs. Je suis parti d'ici avec ma soeur aînée parce que ma petite sœur était déjà à l'école et je l'ai retrouvée sur le champ de foire. Nous sommes sur la place du village où la population
a été rassemblé, mais seulement sur une partie de la place, pas sur la totalité. Derrière vous, il y avait un cordon de soldats, de sentinelles qui étaient là. Un autre cordon à peu près à hauteur du poteau jusqu'au panneau vert là-bas. Donc toute la population se retrouvait dans ce petit espace. Environ 600 personnes quand même. Plus de 600 personnes puisqu'il y a 642 victimes. Et toutes les victimes n'ont pas été au rassemblement sur la place non plus. Donc la population est rassemblée ici. Moi, je retrouve ma petite sœur qui est avec ses institutrices. Je vais l'embrasser pour l'embrasser, parce que je la sens un petit peu anxieuse, mais sans crainte quoi que ce soit. Parce que c'est difficile aujourd'hui à vous faire revenir 70 ans en arrière. 70 ans en arrière, aujourd'hui, tout le monde a un téléphone dans sa poche, il y a Internet, il y a tout. Tout va très vite. À l'époque, ce n'était pas le cas. Déjà, nous étions sous l'occupation. Donc, c'était sous le régime de Vichy. Et ce qu'il y a, c'est que la veille, à Tulle, il y avait eu quand même 19 hommes qui avaient été pendus. Et tout ça, nous ne le savions pas. Si nous l'avions su, peut-être qu'on se serait certainement méfié, on aurait fait attention. Beaucoup plus que... Parce que la population n'était pas inquiète. La population est venue au rassemblement sans inquiétude. Les soldats qui nous ont amenés ici n'étaient pas agressifs du tout. Contrairement à ce qu'on voit déjà dans la télévision où à des endroits les soldats tirent dans la foule et tout, c'est pas le cas. Tout est calme, on nous amène ici calmement. Voilà. Le rassemblement dure environ entre 3/4 d'heure et 1 heure. Et quand toute la population est sur la place, les soldats passent au milieu du groupe et séparent les femmes et les enfants qu'il faut mettre de ce côté-là. Et nous les hommes, on nous fait mettre sur le trottoir de ce côté. La séparation est terminée. Et il y a un ordre qui est donné sans doute. Les femmes et les enfants s'en vont. Les mamans avec leurs bébés, leurs poussettes. Parce qu'il y a tous les âges. Le bébé le plus jeune a 1 semaine. La grand-mère la plus âgée a 90 ans. Donc il y a tous les âges. Donc les femmes s'en vont. Moi je les regarde partir. Personne n'a l'air inquiet. Parce que si moi j'étais jeune, j'avais 19 ans, je ne savais pas ce que c'était que la guerre. Mais avec moi, autour de moi, il y avait des hommes qui avaient fait la guerre de 14-18, qui n'avaient pas l'air inquiets non plus. Donc, les femmes sont parties. Nous les hommes, on est sur le champ de foire. Un soldat. Alors si je dis un soldat, c'est que tous les soldats, sans exception, en fait, tous les soldats que j'ai vus, sans exception, avaient tous la même tenue. Et aucun signe, ni aucun grade n'était apparent. Alors c'est pour ça que je dis un soldat demande au maire de se présenter en français et il lui demande de désigner des otages, il se désigne lui-même. Et après on nous dit dans le village il y a des armes. Certains disent, on dit ceux qui en ont, dénoncez-vous. Certains disent, j'ai une carabine. Après, on nous dit, nous allons chercher les armes dans le village, il y a des armes. Et lorsque nous les aurons trouvés, ceux qui ne sont pas concernés seront relâchés. Donc ça a été un soulagement général parce qu'il n'y a pas plus d'armes le 10 juin 1944 qu'aujourd'hui. Donc tout le monde, ça a été... Même si on n'était pas spécialement inquiet, ça a été le soulagement général, où là j'ai entendu les aînés dire oui, mais j'espère qu'ils ne vont pas nous garder longtemps, j'ai mes vastes à aller soigner, j'ai mon travail, chacun pensait à son travail. Personne ne pensait à la mort. Donc à partir de là, ils font des groupes qui dirigent dans divers lieux d'exécution. Le premier groupe part dans le Chez Denis, le deuxième c'est ce qu'on appelle le garage Poutaro.
Le troisième, c'est ce qu'on appelle le garage des autos. Puis le quatrième groupe où je suis, c'est la Grange Lodi, où nous allons passer tout à l'heure, le seul endroit où des hommes ont survécu. Quand les Allemands sont arrivés, vous étiez où? Alors lorsque les Allemands sont arrivés, j'étais devant ma porte, je vous ai fait voir où j'habitais. J'étais devant ma porte avec un camarade et on parlait, c'était un samedi, et on parlait de ce qu'on allait faire le dimanche. On avait une équipe de foot qui n'avait rien à voir avec les équipes de foot d'aujourd'hui. On jouait au foot entre villages. On avait tout juste un ballon, mais souvent pas de chaussures de foot. Mais enfin, on s'amusait beaucoup et on prenait beaucoup de plaisir. Et il était venu me voir pour parler du match du lendemain. Parce qu'on avait un ami, un copain, qui s'était cassé la jambe le dimanche précédent. Et puis il fallait qu'on le remplace dans l'équipe. Voilà. Vous dites tout le temps que quand vous vous promenez dans les rues d'Oradour, vous voyez tous les fantômes des habitants. Alors c'est difficile à vous expliquer, mais moi lorsque je suis ici, et surtout si j'y viens seul, moi dans chaque porte, chaque fenêtre, c'est un visage. Mais ce n'est pas qu'un visage, c'est les bruits. C'est l'enclume du forgeron, c'est la cloche de l'église qui sonne. C'est les machines des menuisiers qui fonctionnent. Et puis c'est l'odeur, parce qu'aussi il y a l'odeur à l'époque, souvent les agriculteurs traversaient le village avec leurs vaches. Et il y avait dans les rues, il y avait les poules, il y avait les chiens qui se promenaient, il y avait les poules, c'était un village rural, simplement. On vous sent ému, vous ne savez pas quoi dire, on vous sent figé parce que vous raconte Monsieur Ebras. Comment ne pas être ému après ça? Comment ne pas être ému? Oui, mais je me mets à votre place. C'est quand même moi-même. Lorsque je viens, je viens pas comme ça. Je viens pas réciter ma leçon. Oui, bien sûr. Je viens pas réciter ma leçon. Lorsque je parle de mes amis qui sont morts et tout, leur visage est dans mon esprit quand même. Et c'est pas facile de faire. D'accompagner. Hier, j'accompagnais un groupe de jeunes scolaires aussi. C'est souvent que ça m'arrive, hier même sous la pluie, mais je considère que je le dois aux 642 victimes, que je dois leur mémoire, je dois perpétuer leur mémoire. Je pense que c'est mon devoir de le faire. Je pense que je le ferai jusqu'à ce que ma santé me le permettra. Vous racontez l'histoire, vous avez l'impression de la revivre? De revivre le moment? Et oui, chaque fois que je viens, j'ai l'impression de la revivre, mais je ne revis pas que l'histoire. Je vis mon enfance, mon adolescence. Si je vous ai fait arrêter à l'école, devant l'école, c'est que dans l'école, j'ai beaucoup de souvenirs de l'école. Et puis malheureusement, de ceux qui étaient à l'école avec moi, ben, il n'y en a plus. Je pense à eux. Il y a des fois, je réfléchis, je pense à certains, je dis, ils sont morts, ils avaient 18 ans, 19 ans. Puis il y a des fois, je réfléchis, je pense à eux, je dis, moi j'ai été garagiste. Et eux, qu'est-ce qu'ils auraient fait dans leur vie? Je pense à tout ça. J'avais 2 sœurs. J'ai dit, si mes sœurs avaient vécu, elles se seraient probablement mariées, j'aurais eu des neveux ou des nièces. J'ai quand même une nièce parce que j'ai une sœur aînée qui n'était plus ici, qui était mariée, qui était à l'extérieur, mais j'ai qu'une nièce. Ouais, c'est tout. C'est tout. C'est quelque chose qui, pendant toute une vie, vous taraude, on pense à beaucoup de choses. Je pense aujourd'hui les villages comme un village d'Oradour, ça évolue ou ça meurt. Je me dis, Orador, qu'est-ce qu'il serait devenu? Est-ce qu'il aurait évolué? Ou est-ce qu'il serait complètement mort? Ça aussi, il me pose cette question. Il n'y aurait plus de trams, il y aurait beaucoup de voitures dans les rues. C'est tout,
Moi, c'est perpétuel, c'est pas tout le temps, mais c'est souvent que je me pose ces questions. Même les magasins, je dis le magasin il était fait de telle façon, mais certainement qu'il aurait été modernisé ou il aurait été fermé. L'école de garçons, l'école de filles, certainement qu'il y aurait eu un autre groupe scolaire de créer. Mais c'est tout ce que j'imagine. Et que je ne peux pas voir. On va à l'église? Vous remarquerez dans le village, vous avez des plaques qui ont été mises. Ces plaques, il y a une trentaine d'années, c'est un matériau moderne. À l'époque aussi. Aujourd'hui, le plastique court les rues, il y en a partout. À l'époque, le 10 juin 1944, le plastique n'existait pas. Ça n'existait pas, le plastique. Et c'est pour ça que quand on a relevé les cendres et les ossements des victimes, au lieu de les envelopper dans du plastique, on les a mis dans la terre avec de la chaux. On ne pouvait pas faire autrement. C'est la seule solution que nous avions. Et quand on a relevé les cendres, on a relevé autant de terre que de restes humains. Alors je ne sais pas si l'église est toute petite. Je ne sais pas combien vous êtes ici, une cinquantaine peut-être. Imaginez plus de 400 enfermés ici. Et là, il n'y a plus rien dans l'église. Mais à l'époque, il y avait des chaises, il y avait des bancs, il y avait tout ce qu'il y a dans une église. Et c'est quand même... moi, je me pose la question encore aujourd'hui. Moi qui ai connu l'église avant, qui sait, moi dans ma tête, je sais comment elle est faite, je suis prêt à la refaire. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne peux pas imaginer qu'il les ait enfermés tout ici. Donc, moi, le témoignage de Mme Roufanche, elle dit au milieu de l'église, dans l'allée centrale, 2 soldats ont déposé une caisse sur 2 chaises. De cette caisse, des mèches sortaient. Ils ont allumé ces mèches et ils sont partis. Il y a eu une explosion dans l'église où c'est venu tout noir. Et Mme Roufanche dit, on respirait très difficilement. Et puis elle m'a dit, après, on a pu respirer normalement. Ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, c'est que dans l'explosion, les vitraux ont volé en éclats, ce qui a permis de respirer. Alors je vois que vous regardez tout ça en haut. Au moment du drame, la voûte existait. La voûte n'est pas tombée le jour du drame. La voûte n'est tombée que 2 ou 3 mois après. Vous avez été dans le centre de la mémoire? Alors dans le centre de la mémoire, à un moment donné, on vous dit, des soldats allemands nous fait mettre au garde à vous en attendant que le toit s'effondre. Je ne sais pas si vous avez... Alors, le toit, ce n'est pas la voûte. Et c'est un peu ce que je reproche parce que les visiteurs s'imaginent que la voûte est tombée le jour du drame. Elle n'est pas tombée le jour du drame, elle est tombée plusieurs mois après. Ils ont tenté de la faire tomber, ils l'ont minée, oui, mais elle n'est pas tombée le jour du drame. Ce qui nous a permis quand même de récupérer les cendres et les ossements des victimes. Parce que dans l'église, une seule personne a survécu, Mme Roufanche. Seuls 2 petits garçons calcinés qu'on a retrouvés dans le confessionnal. Tout le reste, c'est des cendres et des ossements. Il n'y a aucun autre corps d'identifié. Je dis bien aucun autre corps d'identifié. Donc au moment de... Quand il y a eu l'explosion, enfin après l'explosion à la fusillade, vous pouvez monter,
Derrière le maître-autel, il y avait un escabeau qui servait à allumer des cierges. Et Madame Roufange dit, ça tirait dans l'église, et elle a vu sa fille sortir de la sacristie ensanglantée qui est tombée à ses pieds. Elle dit, je ne sais pas si elle était morte ou vivante. Et c'est à partir de là qu'elle a pris la décision de s'enfuir. En montant sur l'escabeau, elle s'est jetée par le vitrail central. Elle est suivie par une maman et son bébé. Et en s'en allant derrière le presbytère, il y a une sentinelle qui est là, qui tire sur elle. La maman et le bébé sont tués. Et Madame Roufange est grièvement blessée. On la retrouve 24 heures après. C'est-à-dire qu'on la retrouve le dimanche en fin de soirée. Et Madame Roufange survit au drame. C'est le seul témoin de l'Église. C'était le seul témoin de l'Église. Alors qu'est-ce qui s'est passé après son départ? Là aussi, personne ne peut le dire. En ce qui concerne l'Église, je ne peux pas vous en dire plus, je n'en sais pas plus. Alors si vous regardez, il y a des impacts de balles dans le... Puis maintenant, le maître-autel se détruit tous les jours, un peu. Monsieur Etra, il y a toujours la même émotion quand vous revenez ici. Pardon. Il y a toujours la même émotion quand vous revenez ici. Ben oui, moi aussi je m'imagine ces femmes, je m'imagine moi aussi. Je fais comme vous, hein, ici. Je m'imagine. Avec la différence que moi je savais comment était faite l'Église, c'est tout. Et je m'imagine ce qu'a dû être ce calvaire pour ces femmes. Espérons qu'il a duré le moins longtemps possible. Alors, il y a ça, mais il y avait d'autres voitures d'enfants et d'autres poussettes. Alors des mamans sont arrivées ici avec leurs enfants dans les bras, ou dans une voiture d'enfants, ou dans une poussette, comme aujourd'hui. Il n'y a pas de... Où on a trouvé le plus de cendres humaines, c'est ici, parce que c'est pareil, on suppose qu'elles se sont précipitées vers cette porte pour s'enfuir. Malheureusement, elles ont dû se transmettre le feu les unes aux autres, quoi, enfin. La chapelle derrière moi n'a pas brûlé. Tout ce que vous voyez dans l'église, même les bois qu'il y a là-bas, existaient ce jour-là. Rien n'a été rajouté de plus. Il y a du bois. Le confessionnal, je peux vous certifier que c'est le vrai, parce que j'ai été enfant de chœur dans cette église pendant 4 ans. Je m'y suis même confessé. J'ai peut-être menti en me confessant, mais je m'y suis confessé. Parce que j'ai fait ma communion ici, ma première communion, ma confirmation. Je n'ai pas été baptisé dans cette église, mais mes parents, tout au moins ma mère et mes sœurs, étaient catholiques pratiquantes à l'époque. Il fallait que moi, je pratique aussi. Voilà. Je ne sais pas si c'est un des premiers. Mon père est venu, c'est-à-dire que moi, après le drame, dans la nuit qui a suivi le drame, c'est-à-dire dans la nuit du samedi au dimanche, j'ai couché dans des champs avec des personnes de hameau aux alentours. Après, j'ai rejoint chez ma sœur, qui habitait, parce qu'elle est décédée elle, maintenant depuis, qui habitait à une dizaine de kilomètres d'ici, et où j'ai retrouvé mon père, où j'étais certain d'ailleurs de retrouver ma maman et mes sœurs. Parce que lorsqu'elles sont parties et que nous, on nous a exécutés, dans mon esprit, moi, quand je suis quitté le village, j'étais pas malheureux parce que je savais mon père à l'extérieur et j'étais persuadé, moi, de retrouver ma maman et mes sœurs parce que dans mon esprit, ils avaient amené les femmes et les enfants pour qu'elles ne voient pas l'exécution des hommes. Et là, ce n'était pas le cas. Malheureusement, ce n'était pas ça.
Et c'est lorsque j'ai retrouvé mon père le dimanche, aux alentours de 18 ou 19 heures, je sais pas exactement, qui lui a pris la décision avec sa bicyclette de revenir à Oradour et qui s'est approché de l'église. Et quand il est revenu chez ma sœur, il m'a dit, ils ont tué les femmes, les femmes sont brûlées dans l'église. Voilà. Et encore, et même encore à ce moment-là, j'ai eu l'espoir qu'elles n'y soient pas toutes. Même encore, pendant plusieurs jours, on a espéré qu'elles n'y soient pas toutes. Mais il a bien fallu se rendre à l'évidence, elles y étaient bien toutes. Donc vous avez les cloches. Alors les cloches, vous voyez dans l'état où elles sont. Bon, les cloches ont fondu, c'est une partie. Je dis les cloches parce qu'il y avait deux cloches quand même. Alors ces cloches-là, qui sont là aujourd'hui, n'étaient pas là. Elles étaient restées là-haut. Et lorsqu'il y a eu des travaux de fait, parce que lorsque nous avons été libérés en août 45, fin août 45, la région. Après, dans les mois qui ont suivi, les politiques, enfin, je ne sais pas ce qu'on peut dire, ont décrété que le village se reconstruirait sur ces ruines. Donc il y a des travaux qui ont commencé à être exécutés. Moi, j'ai des photos où l'échafaudage pour refaire la voûte était fait. Donc il était question de reconstruire sur les ruines. Et puis le général de Gaulle est venu à Oradour le 5 mars 1945, la guerre n'est pas finie, mais il vient à Limoges et il vient à Oradour. Et c'est lui qui décrète que le village, les ruines, resteraient dans le meilleur état possible, que serait le symbole de la barbarie nazie en France, et qu'à côté se reconstruirait un nouveau village. Donc les travaux se sont arrêtés ici. Et c'est à partir de là qu'on a reconstruit le nouveau village que vous avez pu voir, et reconstruire sur des terres agricoles. Il n'y avait rien à cet emplacement, que de la culture. Ce qui veut dire aussi, c'est que le tram et la route, mais le tram a traversé les ruines après le drame pendant 9 ans. Ben oui, le tram a continué à fonctionner et il a traversé les ruines pendant 9 ans. Et moi-même, quand j'étais ici, si j'avais besoin d'aller d'un point à un autre, j'étais obligé, je traversais aussi les ruines, de jour comme de nuit. Ce n'est qu'à partir de 1953 que le mur d'enceinte a été fait et que le village a été fermé. Et que c'est à ce moment-là surtout que les monuments historiques en ont pris la possession. Et aujourd'hui, c'est l'État qui en est le propriétaire. Et c'est l'État, c'est la DRAC, les monuments historiques, qui, eux, tous les travaux qui peuvent être faits à l'intérieur des ruines pour les conserver dans le meilleur état possible, c'est l'État qui paye. Ce n'est pas la commune d'Oradour, elle n'en aurait pas les moyens d'abord, c'est l'État, c'est géré par l'État. Mais moi, personnellement, je pense que je n'aurais pas habité le village s'il avait été reconstruit sur ces ruines. D'accord. Moi-même, je parle pour moi, uniquement pour moi, je ne crois pas que je l'ai habité après, de pouvoir l'habiter après. Parce que dans chaque lieu, quand même, il y a des cendres humaines un peu partout, quand même. Alors, il y a un paradoxe un petit peu à Oradour. Quand on est là, je vais le faire remarquer. Oradour n'a pas de monument aux morts de la guerre 14-18. C'est rare. En France, pratiquement tous les villages de France ont un monument aux morts.
Eh bien, Oradour n'a pas de monument aux morts. Le monument aux morts d'Oradour, et Dieu sait s'il y a eu des morts sur la commune, le monument aux morts, c'est la plaque qui est là. Il n'y a pas de monument aux morts à l'extérieur comme dans la majorité des communes. La première fois que je suis rentré dans l'église, il y a une émotion qui vous prend. Oui. Ben oui. Oui, quand on réfléchit quand même, on ne rentre pas ici, c'est pas innocent. Quand on rentre là, on a... Bon, on va continuer. Alors moi, lorsque je suis passé là avec mon groupe, mon regard s'est porté sur le bas du village. Et moi, à ce moment-là, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de soldats. Et les femmes devaient être dans l'église. C'était absolument vide, il n'y avait absolument rien du tout. Ni aucun bruit non plus. Alors moi, les Allemands, j'ai des amis allemands. Je vais en Allemagne il y a très longtemps. Je vais en Allemagne depuis en 1985, où j'avais été invité par l'ex-chancelier Willy Brandt à une conférence de la paix à Nuremberg, où il y avait tout le monde entier qui était là. Et ça m'a ouvert les yeux parce que je me suis rendu compte que qu'on soit allemand, français, américain, russe, on est tous faits de chair et de sang. On est tous des êtres humains. Il n'y a pas de haine. J'en ai eu. Ouais. J'en ai eu. Montez, montez. Restez pas dans la rue. Alors ici, c'est ce qu'on appelle c'est la grange Lodi. Alors vous voyez sur le panneau, six hommes ont survécu au drame. Hélas, il y en a un des 6 qui n'a pas pris la même direction que nous et qui a été exécuté en se sauvant dans l'après-midi sur la route du cimetière. On est amené ici par 5 soldats. 2 qui ont les mitrailleuses sur l'épaule, 2 qui ont des munitions autour du cou, un 5e qui doit être un chef, je reviens toujours à dire qu'il doit être un chef parce qu'ils ont tous la même tenue, mais il a une arme pas comme les autres. Donc on est conduit ici dans ce lieu qui est quand même très encombré. Aujourd'hui il est vide, mais à l'époque il était très encombré de foin d'un côté, de bois, de foin, de charrettes, de tout ce qu'il peut y avoir dans un local agricole. À tel point qu'ils ont demandé à des hommes de déplacer des charrettes qui gênaient. Donc on s'est retrouvés ici en groupe, comme nous sommes là, et ils ont cherché un balai dans la grange, là, ils ont balayé l'emplacement pour se coucher, ils ont installé leurs armes, on les a regardés faire, on les a regardés installer leurs armes, et comme ils nous ont dit, on vous garde, eux sont 5, nous on est entre 50 et 60, parce que là aussi, on ne connaît pas le nombre exact. Les 5 survivants, on a dit tous à peu près la même chose, entre 50 et 60. Donc on est conduit ici, et là on s'est regroupé les jeunes. On est quand même une dizaine de jeunes
du village et on s'assoit dans le foin au fond de la grange et on parle de quoi? On parle du foot, on parle de ce qu'on va faire le lendemain, c'est tout. Voilà. On parle de notre journée du dimanche. Et on est assis dans le foin tranquillement et à un moment donné, on reste ici un quart d'heure, 20 minutes peut-être quand même. Et il fait très chaud ce jour-là. À un moment donné, il y a ce soldat-là qui n'est pas comme les autres, qui fait le tour du groupe et qui arrive à notre hauteur, nous fait signe, comme ça, nous dit rien, nous fait signe, parce que moi j'ai entendu peu de personnes parler, de soldats parler, personne ne parlait pratiquement. Hein. Même ceux qui étaient là ne parlaient pas entre eux. Hein. Chacun devait bien savoir ce qu'il avait à faire, je suppose. Donc le soldat fait le tour du groupe, arrivé à notre hauteur, il nous fait signe. Et le temps qu'ils reviennent à l'entrée, à peu près à l'entrée, il y a une détonation dans le village et c'est le signal de la fusillade. Alors là, c'est le signal de la fusillade des hommes dans toutes les granges en même temps. Alors qu'est-ce qui se passe? Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est que les autres m'ont préservé. Je ne peux pas dire autre chose, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de miracle dans la vie. Ce qu'il y a, c'est que les autres m'ont préservé, c'est tout. Je me suis retrouvé sous les autres. Et c'est ce qui m'a sauvé la vie. Voilà, donc c'est la fusillade. Donc on est sous les autres. Après, c'est le coup de grâce à tous ceux qui voient qu'il y a un brin de vie. Et puis on nous couvre de tout ce qui peut brûler. Et puis on met le feu sur nous. Et quand le feu m'atteint, j'ai plus le choix. Où je sors, je sais que je vais mourir. Parce que je sors, je sais, pour moi, ils sont devant la porte, ils vont me tuer. Mais je ne veux pas mourir brûlé vif, c'est tout. Donc je sors de dessous les autres, comme je peux, quand le feu arrive à moi quand même. Je persiste, j'insiste pour encore plus me préserver sous les autres. Mais il arrive un moment où il faut sortir, où on brûle. Et donc j'ai ouvert la porte, j'ai pris la petite porte qui est là-bas. C'est une course sans issue. Donc je reviens sur mes pas, je reviens dans la fumée et sur les autres. Et je me cache, je rentre dans l'étable qui est derrière moi là. Et là, j'ouvre la porte à l'intérieur, au fond de la grange de l'étable, je vois une ombre, c'est une personne. Aujourd'hui, je me dis c'est peut-être le 5e homme, mais je ne peux pas le certifier non plus. Mais j'ai eu peur. Donc parce que pour l'instant, je suis seul, je sais pas les autres. Moi, pour moi, je sais même plus si je suis vivant ou mort d'ailleurs à ce moment-là. Je sais plus. Donc je me cache dans une étable à cochon un petit peu plus loin. Et quand à un moment donné, j'entends parler français, je regarde et je retrouve les 4 autres que je connais. Donc on se retrouve, pour moi c'est un soulagement. Je suis plus seul. Et je retrouve les autres, et là, toute l'après-midi, il a fallu se préserver et des soldats et du feu. Et puis quand tout brûlait, il fallait bien s'en aller, et c'est de là que chacun est parti de son côté, comme il a pu. Voilà. Pourquoi je suis là, je ne sais pas. Pourquoi mon meilleur ami est mort à côté de moi, je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire tous les détails du drame quand on est sous les autres. Je pense que vous pouvez l'imaginer vous-même. Pardon ? Vous avez eu des blessures en étant... Oui, j'ai eu des blessures, mais superficielles. J'ai été blessé au bras, au sein gauche, à la tête, un peu à la jambe. J'ai été touché beaucoup, mais superficiellement. Malheureusement, dans les hommes qui étaient là, beaucoup étaient blessés grièvement, mais n'étaient pas morts, et beaucoup sont morts brûlés vifs. Et je pense que dans l'église, ça a dû être pareil. C'est ce qui est quand même l'horreur dans l'horreur.
J'aimerais savoir où vous trouvez la force de nous raconter tout ça aujourd'hui. Je sais pas. La force, je pense que c'est ceux qui sont plus là qui me la donnent. C'est pour eux que je le fais. C'est pour eux que je fais ce que je fais pour qu'on ne les oublie pas. Parce que demain, lorsqu'il n'y aura plus de témoins, qu'est-ce qu'il se passera? Vous aimeriez que ça continue? Oui, et je compte sur vous. Je compte sur les jeunes, sur la jeunesse. Voilà. Vous connaissez mon souhait. Le témoignage que vous livrez là, vous l'avez livré juste après le drame ou vous l'avez donné pour la première fois au moment des procès? C'est plutôt au moment des procès. D'accord. Parce qu'après, je suis rentré dans la vie active, il a fallu que je travaille, je n'ai pas... Ma vie n'était pas gagnée, ben, elle n'est pas encore, mais enfin... c'est surtout les procès qui nous ont fait connaître. Mais pas le procès de Bordeaux. Le procès de Bordeaux, peu. Mais où on a été le plus connu, c'est le procès de Berlin, de Barth à Berlin en 1983, où la télévision commençait à se vulgariser. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de personnes qui me côtoyaient depuis des années ont su qui j'étais et ils ne le savaient pas. Des collègues, même de mes ouvriers. J'avais des ouvriers qui ne savaient même pas qui j'étais. Parce que j'avais un garage, j'avais du personnel. Il y en a qui ne savaient même pas que j'avais vécu ce que j'avais vécu. Ce n'est pas quelque chose qu'on parle facilement. Parce que moi, j'ai un fils, après des années de mariage, vous voyez, donc aujourd'hui il a 50 ans, il m'a demandé à visiter le village, là, quelques jours avant de partir au service militaire, parce qu'il a été un de ceux qui ont fait le service militaire obligatoire. Et avant de partir au service militaire, il m'a dit quand même, je connais ton histoire, je l'ai entendu pas par toi, mais par d'autres. Mais il m'a dit, je voudrais quand même bien qu'on parcourt le village ensemble et que tu m'expliques dans le village tous les deux. Que tu m'expliques exactement ce que tu as vécu. Donc, vous voyez, il avait 20 ans quand ça s'est passé. Par contre, j'ai des petits-enfants. J'ai des petits-enfants qui ont habité la commune d'Oradour et qui sont venus à l'école maternelle et à l'école à Oradour. Donc, eux m'ont posé tout de suite des questions dès qu'ils ont pu, qu'ils ont vu les ruines et tout ça, leurs parents leur ont dit, ils m'ont posé, eux, beaucoup de questions. Mais mon fils, non. Et j'ai vécu avec mon père est mort chez moi. Mon père est mort, il avait plus de 90 ans, je l'ai gardé des années. Jamais on a parlé d'Oradour tous les deux. Comment vous l'expliquez ça? C'est plus Comment? facile de parler avec des étrangers qu'avec votre fils ou votre père? Parce que je ne voulais pas que mon fils ait ça dans le... Et puis il y a une deuxième raison. Moi je suis le fils d'un ancien combattant de la guerre 14-18. D'une famille où il y avait beaucoup d'oncles et de tantes. Et où il y avait quelques repas de famille de temps en temps. Et comme les repas de famille se terminaient toujours par la guerre de 14, par Verdun, où moi j'en avais ras-le-bol, excusez l'expression. Et c'est peut-être pour ça que je n'ai pas voulu en parler. Parce que pour moi, chaque fois on parlait de la guerre de 14. Parce que si vous, Oradour, c'est 70 ans, pour vous c'est une éternité. Mais moi qui ai vécu l'après 14, lorsque j'allais à l'école, c'était déjà l'éternité, la guerre de 14. Alors je me mets à votre place, pour vous ça doit être bien loin. Si vous avez des questions, profitez-en.
J'espère que je ne vous ai pas traumatisé. Non, vous nous Je avez m'en excuse. fait un témoignage exceptionnel. Hein. C'est voilà, bon, une évocation qui, je pense, les marquera. Oui. J'espère que vous en souviendrez. Pas de doute. Il ne faut pas vivre avec non plus. Non, mais bon, il faut aussi connaître. Il faut le mettre quand même dans un petit coin de la mémoire. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie.